Bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui à cette webconférence dédiée aux entretiens annuels. Vous êtes plutôt nombreux. On vous remercie vraiment beaucoup de participer à nos webconférences. Je suis Elodie, je suis en charge du marketing et de l'édito chez Jury Travail et aujourd'hui je suis accompagnée par Alexandra. Alexandra, bonjour. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Et Marine aussi est sur le chat et elle pourra répondre à vos questions. Bonjour Marine, bonjour à tous. Alors durant cette session, nous allons explorer ensemble les enjeux, les étapes clés, les bonnes pratiques pour organiser et mener à bien ces entretiens. C'est important. Que vous soyez RH, manager ou dirigeant, cette webconférence vous donnera toutes les clés pour faire de l'entretien annuel un outil incontournable au service de votre entreprise. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Notre objectif est simple. On souhaite que vous repartiez avec une compréhension claire et opérationnelle des enjeux liés aux entretiens. Et il faut le dire, novembre, c'est le mois idéal pour organiser ces entretiens et poser les bases pour une nouvelle année réussie. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de Jury Travail. Jury Travail, c'est la société dans laquelle on travaille, Alex et moi, depuis maintenant 8 ans et on est ravis de partager toutes ces informations avec vous. C'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. C'est la plateforme de référence en droit du travail, en gestion des ressources humaines, qui vous accompagne, vous, employeurs et RH, dans toutes vos démarches juridiques. Jury Travail, c'est plus de 50 juristes qui ont tous un bac+5, dont Alexandra ou Kevin que vous avez pu rencontrer lors de notre dernière webconférence. On accompagne plus de 3000 clients au quotidien dans tous les domaines de droit, que ce soit du droit social, du droit fiscal, du droit des sociétés ou des droits des affaires. On propose différentes formules à tous les managers et tous les employeurs pour justement vous accompagner dans toutes vos questions. Alors, commençons sans plus attendre. Alexandra, voici le plan, un plan en 4 parties. La première partie, ça sera la définition et les obligations de l'employeur par rapport aux entretiens annuels. Ensuite, la préparation et la mise en place. La posture managériale et quelques conseils qu'on va pouvoir échanger. Et enfin, en quatrième et dernière place, les suites à donner à cet entretien annuel d'évaluation. Entre chaque partie, on va vous proposer un vrai ou faux ce sont des questions en fait que nous posent souvent nos clients par téléphone et auxquelles on a décidé de répondre simplement. Voilà. Donc, Alexandra, on commence? Allez, c'est Alors, parti. c'est parti. Bon, je me suis trompée, évidemment. Tac, tac. La slide suivante. Définition et obligation de l'employeur. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un entretien annuel d'évaluation? Quelle est l'utilité de le mettre en place dans l'entreprise? Alors, l'entretien annuel d'évaluation, donc c'est ce qu'on appelle aussi parfois l'entretien d'évaluation professionnelle. Il a pour objectif d'évaluer les compétences du salarié et le travail qu'il a réalisé sur l'année écoulée. Donc, autrement dit, est-ce que les objectifs qui ont été fixés l'année précédente ont été remplis ou non par le salarié? C'est aussi l'occasion pour le salarié et l'employeur d'aborder les points forts et les axes d'amélioration sur lesquels doit travailler le salarié, mais également les difficultés qu'il a pu rencontrer au cours de l'année pour mener à bien les missions qui lui ont été données et atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. C'est aussi le moment de déterminer les objectifs pour l'année à venir, mais également les moyens à mettre en œuvre pour que le salarié puisse y parvenir et aussi d'évoquer les envies du salarié, que ce soit en termes de mission, de nouveaux challenges ou encore d'évolution. On y reviendra en fin de webconférence, mais cet entretien présente vraiment une utilité aussi bien pour le salarié que pour l'employeur, puisqu'il est effectivement un réel outil de gestion des ressources humaines au sein de votre entreprise. Merci Alexandra, c'est très clair. Et du coup, on se posait la question de savoir quelle est la différence entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel. Alors, comme on vient de le voir là, donc l'entretien annuel d'évaluation, il permet d'évaluer les compétences et le travail du salarié. L'entretien professionnel, quant à lui, il a des objectifs bien différents. Alors, il permet d'une part de définir les possibilités d'évolution du salarié, mais aussi d'analyser les formations qu'il serait judicieux de mettre en place pour l'accompagner dans le déroulement de sa carrière
et ceci tout en tenant compte des besoins et de la stratégie de l'entreprise. Ça va être aussi l'occasion d'informer le salarié sur l'activation et l'utilisation de son compte personnel de formation et notamment sur les éventuels abondements que l'employeur est susceptible de réaliser sur ce compte personnel de formation. Par ailleurs, à la différence de l'entretien d'évaluation, l'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, mais bien sur son évolution professionnelle. C'est un temps d'échange qui se centralise essentiellement sur les perspectives d'évolution et la construction du projet professionnel du salarié. Il permet pour l'employeur l'optimisation des compétences humaines et professionnelles de ses employés, notamment en lui proposant des formations. Il faut savoir aussi que l'entretien professionnel, il est obligatoire, contrairement à l'entretien annuel d'évaluation. Donc cet entretien professionnel, il concerne tous les salariés et doit en principe avoir lieu après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, puis ensuite tous les 2 ans à partir de la date de l'entretien précédent. Donc vous allez réaliser un entretien professionnel au bout de 2 ans suivant son embauche, puis ensuite à date anniversaire tous les 2 ans. Par contre, il doit obligatoirement être proposé au salarié après une période d'interruption de son contrat de travail, dû par exemple à un congé maternité ou encore un congé parental d'éducation, un congé sabbatique ou éventuellement un arrêt longue maladie. Il y en a d'autres, c'est simplement quelques exemples parmi ceux qui existent. Et vous avez aussi l'obligation tous les 6 ans de réaliser un entretien professionnel qui est concrètement un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Donc c'est un bilan qui va reprendre les 6 dernières années écoulées et on va faire le bilan de ces 6 dernières années-là. Et enfin, il faut savoir aussi que le déroulement de l'entretien d'évaluation ne dispense pas l'employeur de mettre en place l'entretien professionnel. Les deux peuvent se faire successivement, mais par contre, il faut bien que ceci soit distinct lors de l'entrevue. OK, donc si on décide de faire les 2 en même temps, il y a vraiment une première partie sur l'entretien annuel, puis une seconde sur l'entretien professionnel. C'est ça. D'accord, très clair, merci beaucoup. La question suivante, c'est, une question sur les obligations, hein, d'évaluation. Est-ce que l'employeur a l'obligation d'évaluer ses salariés? Qu'en dit le code du travail? Est-ce que des conventions collectives ou un accord collectif peut rendre obligatoire ces entretiens annuels? Alors, l'entretien d'évaluation, il est facultatif, contrairement à l'entretien professionnel dont nous venons de parler. D'accord. L'entretien d'évaluation, ce n'est pas une obligation prévue par le Code du travail. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir un accord ou une convention collective qui peut prévoir la mise en œuvre obligatoire d'entretiens d'évaluation. Dans un tel cas, vous êtes tenu de les réaliser. Généralement, ces entretiens d'évaluation, ils vont avoir lieu tous les ans, mais vous avez aussi la possibilité de fixer une périodicité différente et ça peut d'ailleurs être prévu par un accord ou une convention collective, là encore. D'accord. Et que risque, l'employeur lorsque, s'il refuse d'évaluer ses salariés, ses employés? Alors, en théorie, vous ne risquez rien à proprement parler puisque, l'évaluation annuelle, n'est pas obligatoire. Ce n'est pas imposé par la loi, donc vous risquez rien, sur le point de vue sanction. Néanmoins, il faut garder en tête que ce type d'entretien, vous permet tout de même de satisfaire à certaines obligations. Lorsque vous mettez en fait en place des entretiens d'évaluation, ça va impliquer plusieurs choses. Et si vous ne les mettez pas en place, vous risquez de manquer à votre obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail. Les entretiens annuels d'évaluation sont en effet l'occasion d'identifier, comme je vous le disais tout à l'heure, les points forts mais aussi les points faibles, les axes d'amélioration du salarié et les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation de ces objectifs. Et ce peut être par le besoin d'une formation, par exemple. Lorsque vous ne mettez pas en place ces entretiens annuels d'évaluation, vous augmentez aussi le risque de ne pas mener une politique de rémunération cohérente vis-à-vis de vos salariés. Et là, par contre, vous vous exposez à enfreindre le principe d'égalité de rémunération. Donc, c'est très important de mettre en place ces échanges-là.
D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Je vous ai posté le premier sondage, la première question, le premier vrai ou faux. N'hésitez pas à y répondre. C'est dans le petit onglet sondage qui est juste en dessous de l'onglet chat. La question, Alexandra, c'est: les salariés peuvent-ils refuser de faire l'objet d'une évaluation par leur employeur? Alors, on attend encore quelques secondes peut-être pour que tout le monde puisse participer. Pour le moment, on est à 48% faux et alors ça change, 55 vrai. On est 50-50 là. Ça veut dire que c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement, hein, chez nos juristes. On est à 60 réponses. Je vais bientôt fermer. Alors, c'est toi qui dis stop, Alexandra. Allez, on y va. Stop. Eh ben, du coup, partagez les résultats. On est sur du 50-50. Ah, Exactement. Alors, OK. dis-nous tout. Alors, en principe, c'est faux. Un salarié ne peut pas refuser de faire l'objet d'un entretien annuel d'évaluation à partir du moment en fait où il a été informé par l'employeur que ces entretiens-là vont être mis en place dans l'entreprise et qu'il a été informé des techniques et des méthodes d'évaluation qui sont mis en place. On considère qu'il a été informé régulièrement et donc dans ce cas-là, il ne peut pas refuser de s'y soumettre. D'accord. OK, bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Alexandra. Et merci à tous d'avoir participé. Dès qu'on arrivera au prochain vrai faux, je ferai pareil. Donc, l'onglet sondage avec une petite question, ça va assez vite. Et Alexandra nous apporte la réponse. Nous partons donc sur la section 2 de notre présentation, qui est la préparation et la mise en place des entretiens annuels. Alors, Alexandra, dis-nous pourquoi il est vraiment utile et important de préparer un entretien annuel d'évaluation. Alors, la préparation de l'entretien annuel d'évaluation, elle est indispensable puisque sa réussite en dépend. Je m'explique. Pour pouvoir, apprécier les compétences du salarié, mais aussi lui fixer, les priorités et les objectifs de l'année à venir, vous devez réfléchir en amont aux outils que vous envisagez d'utiliser lors de l'entretien. De cette manière, vous disposerez d'outils et de critères d'évaluation adaptés aux salariés, mais également d'échelles de réussite ou d'actions à mener pour l'année suivante qui sont cohérentes. La préparation de l'entretien annuel d'évaluation va également vous permettre de structurer le déroulement de celui-ci et de favoriser la tenue d'un échange décontracté au cours duquel le salarié va se sentir libre d'exprimer son ressenti et sa perception sur le travail qu'il a réalisé au cours de l'année écoulée. Le but de l'entretien annuel d'évaluation, c'est en effet, avant tout, de permettre un échange constructif entre l'employeur et son salarié. Donc, pour que cela soit possible, il est nécessaire que chaque partie, l'employeur et le salarié, ait eu le temps de s'y préparer et que le cadre de celui-ci soit suffisamment établi et sécurisé pour donner lieu à un réel dialogue entre vous. Mmh. Et justement, comment on met en place l'entretien annuel d'évaluation? Est-ce qu'il faut, il y a différents modes d'information, hein, comme pose William, je crois, dans le chat? Alors, sur ce point, il faut savoir que le code du travail ne détermine pas de procédure particulière pour mettre en place les entretiens annuels d'évaluation, dans l'entreprise. Mais ça ne vous dispense pas, lorsque vous mettez en place un processus d'évaluation, de respecter certaines règles, sur ce point. En effet, là, par contre, la loi prévoit que le comité social et économique, lorsqu'il existe dans l'entreprise, doit être consulté avant la mise en œuvre, de méthodes et techniques d'évaluation professionnelle. Une fois que le CSE a été consulté, le salarié doit également à son tour être informé de l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation. Donc pour cela, il est nécessaire évidemment de programmer l'entretien d'évaluation. Donc celui-ci se déroule, il faut le savoir, sur le temps de travail. Donc il est important qu'une date et une heure précises soient fixées et communiquées en amont au salarié afin de permettre à celui-ci d'une part de se préparer, mais également d'organiser si besoin son activité en conséquence. Par ailleurs, la loi impose par contre que le salarié doit être expressément informé des méthodes et des techniques d'évaluation professionnelle avant leur mise en place. Donc la loi ne fixe pas les conditions de cette information préalable, mais il semble que le recours à un écrit est quand même préférable pour pouvoir prouver en cas de litige que l'information a bien été portée à la connaissance du salarié évalué.
Mmh. Et enfin, dernier point, il faut savoir que la collecte de données personnelles au cours des entretiens d'évaluation nécessite aussi l'information préalable du salarié. Ça, donc, c'est une obligation qui s'impose au regard du règlement général sur la protection des données, ce qu'on appelle le RGPD. Donc là, vous devez informer les salariés, notamment de la finalité du traitement des données qui sont collectées, des coordonnées du délégué à la protection des données, mais également des destinataires des données collectées ou encore de la durée de conservation de ces données. Mmh. Très bien, très précis. Merci beaucoup Alexandra. J'ai oublié de vous dire, il y a un petit bouton si jamais vous voulez, revoir le replay, recevoir le replay, dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire. Marine justement vous enverra un mail avec, le replay et la présentation. Il y a aussi un dossier sur lequel Alexandra a beaucoup travaillé, qui est en vente sur le site de Jury Travail. Marine vous mettra aussi le lien, dans le chat directement. Il y a beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à continuer à en poser. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout à la fin de la webconférence, des juristes pourront vous rappeler si vous nous avez laissé le numéro de téléphone. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on ne pourra pas vous rappeler bien sûr, mais vous pouvez faire une demande via le lien que vous partage Marine. Donc, je reprends le fil de la discussion. La mise en place de l'entretien annuel d'évaluation nécessite-t-elle la consultation des instances représentatives du personnel en place dans l'entreprise? Mais ça, on en a déjà parlé. Est-ce que tu peux nous faire un résumé? Alors oui, donc quand vous souhaitez donc mettre en place ces entretiens d'évaluation, vous devez effectivement consulter les instances représentatives en place dans l'entreprise, si c'est le cas. Pourquoi? Parce que l'entretien d'évaluation est susceptible d'engendrer chez certains salariés du stress ou une certaine forme de pression. Et c'est pourquoi les IRP doivent être consultés sur la tenue d'un tel entretien. Il faut savoir que le CSE est effectivement consulté sur tout aménagement important au sein de l'entreprise qui impacte les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail. Si le CSE estime que les procédés d'évaluation portent effectivement atteinte aux droits des personnes ou à la santé des salariés, dans ce cas-là, les membres de la délégation du personnel au CSE vont pouvoir recourir à leur droit d'alerte. Dans ce cas-là, vous devez procéder sans délai à une enquête pour vérifier si effectivement les procédés d'évaluation portent atteinte aux droits des personnes ou à la santé des salariés, donc en collaboration avec le CSE. Et à ce compte-là, si c'est le cas, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Si vous ne prenez aucune mesure pour faire cesser cette situation-là, ou que le CSE considère que les mesures prises sont insuffisantes, dans ce cas-là, un membre de la délégation du personnel au CSE peut saisir le bureau du jugement du Conseil de prud'homme qui va statuer selon la procédure accélérée au fond pour vous contraindre à modifier, à changer vos méthodes d'évaluation. Ok, merci beaucoup. L'employeur est-il tenu d'accepter la présence d'un représentant du personnel pendant l'entretien d'évaluation du salarié? Alors non, l'employeur n'est pas tenu d'accepter la présence d'un représentant du personnel. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir que vous ne pouvez pas vous voir reprocher un délit d'entrave si vous refusez qu'un représentant du personnel participe à ces entretiens d'évaluation. C'est vraiment un face-à-face avec le salarié, quoi. C'est ça. Quelles sont les différentes étapes qui doivent structurer l'entretien d'évaluation? Donc là, on est sur la partie quels sont les objectifs de l'entretien, la structuration de cet entretien? Alors, donc pour le bon déroulement de l'entretien, l'employeur ou le manager ou la personne qui fait passer ces entretiens-là, elle peut effectivement structurer l'entretien en plusieurs étapes clés. Donc, dans un premier temps, il va s'agir de réaliser le bilan de l'année écoulée. Donc là, vous pouvez tout d'abord laisser le salarié prendre le lead sur le déroulement de l'entretien et lui demander de retracer les grands événements professionnels vécus au cours de l'année, quelles ont été les difficultés rencontrées, comment il s'est senti dans son travail, mais également au sein de l'équipe à laquelle il appartient, ou même plus généralement au sein de l'entreprise. Vous pouvez aussi poursuivre ce bilan de l'année écoulée en faisant part à votre tour de vos remarques sur le travail fourni par le salarié. Donc, il s'agit ici de reprendre les objectifs qui ont été fixés lors du précédent entretien et d'identifier lesquels ont été atteints ou non.
Donc, cet état des lieux-là va vous permettre d'évaluer ensuite ses compétences, ses points forts et ses axes d'amélioration. Ensuite, en second axe à développer, vous allez pouvoir définir les objectifs pour l'année à venir. Donc là, vous pouvez fixer les objectifs unilatéralement, mais comme l'entretien d'évaluation est un rendez-vous propice à l'échange, c'est aussi intéressant de définir ces nouveaux objectifs en collaboration avec le salarié. On reviendra sur les objectifs un peu plus tard au cours de la webconférence. Ensuite, en troisième axe, vous pouvez recueillir les souhaits du collaborateur. Donc, à ce moment-là, vous allez sans doute être confronté à une demande d'augmentation. C'est bien souvent à cette étape-là que survient ce genre de demande. Et ça doit être aussi l'occasion pour le salarié d'exprimer son ressenti quant au poste qu'il occupe, donc c'est-à-dire quant à ses fonctions, à ses missions, mais également ses envies pour l'année à venir. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qu'il souhaite mener, avoir des nouvelles missions? Donc là, ce sera à ce moment-là que ce sera abordé. Et enfin, en quatrième axe, vous pouvez aussi donner une appréciation globale du collaborateur. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour un salarié de connaître votre ressenti quant à son travail au sein de l'entreprise. Et donc, vous pouvez conclure cet entretien en exprimant soit votre satisfaction à son égard, soit au contraire les efforts à fournir que vous attendez du salarié. Ouais. Il y a Rita qui nous demande s'il y a une grille d'évaluation. Vous pouvez trouver, Marine vous l'a mis dans le chat, mais il y a effectivement un dossier dans lequel il y a plusieurs grilles qui sont proposées, des grilles d'évaluation, pour vous inspirer. N'oubliez pas, si vous avez un CSE, de le faire relire et valider par le CSE. Mais voilà, pour inspiration, pour mise en place dans votre entreprise, je pense que c'est une bonne base, la grille sur laquelle a travaillé Alexandra, pour vous proposer justement un entretien annuel qui soit fort d'échange entre vous et votre salarié. La question suivante, c'est sur les sujets et les informations à aborder lors d'un entretien. Et inversement, est-ce qu'il y a des sujets qu'il ne faut absolument pas aborder? Alors, donc oui, les informations qui sont demandées aux salariés pendant l'entretien, elles doivent avoir pour finalité seulement d'apprécier ses aptitudes professionnelles. Donc, à partir de ce moment-là, le salarié est tenu de répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées lors de l'entretien, dès lors que les informations demandées ont un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. À l'inverse, par contre, aucune information relative à la vie privée du collaborateur ne doit être abordée. Cela implique de ne pas interroger, par exemple, le salarié sur des sujets tels que son orientation sexuelle ou encore son état de santé, et ceci en vue d'éviter toute discrimination à son égard. Ça peut être très risqué. Et lorsque vous évaluez un représentant du personnel, il faut également prendre des précautions particulières. En effet, là, les fonctions syndicales du salarié ou son mandat représentatif ne doivent en aucun cas interférer dans le déroulement de l'entretien et lui porter un quelconque préjudice. Si tel est le cas, vous vous rendriez coupable ici de discrimination. Oui, discrimination syndicale. Très clair. Les objectifs du salarié peuvent-ils être déterminés par l'employeur de façon unilatérale? Et puis après, toute la question des délais et puis comment gérer un cas où le salarié refuserait ses objectifs? Alors, effectivement, les objectifs professionnels peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. En revanche, il faut savoir que si le contrat de travail du salarié stipule que les objectifs sont fixés d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, dans ce cas-là, ce principe doit être respecté et ne peut être remis en cause que par un avenant. Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement, ceux-ci doivent être portés à la connaissance du salarié, généralement en début d'exercice. Mais il faut bien penser à vérifier si le contrat de travail ou encore une convention collective ou un accord collectif ne fixe pas un délai pour remettre les nouveaux objectifs aux salariés. Si vous ne communiquez pas les nouveaux objectifs aux salariés dans le délai fixé, vous vous exposez à une condamnation en dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. À partir du moment où le salarié a eu connaissance de ses objectifs dans le délai fixé, il a en principe l'obligation de s'y soumettre.
Si le salarié refuse les objectifs fixés, dans ce cas-là, vous pouvez prendre une sanction à son égard, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute. Là encore, il faudra bien penser, si vous en avez un, à vérifier votre règlement intérieur et regarder s'il y a une échelle des sanctions qui est prévue. Mais quoi qu'il en soit, les objectifs qui sont fixés aux salariés doivent être proportionnés et atteignables. Cette précision, elle est importante puisqu'en cas de litige relatif, par exemple, à un licenciement fondé sur une insuffisance de résultats, le juge va vérifier en cas de contestation du licenciement par le salarié le caractère raisonnable de l'objectif fixé. Si les objectifs fixés sont difficilement atteignables, vous ne pourrez pas fonder le licenciement sur l'insuffisance de résultats du salarié. Mmh. Et est-ce qu'il y a des outils qui peuvent aider à gérer, à traiter justement ces entretiens annuels? À les gérer, ouais. Alors oui, sur ce point-là, le code du travail n'impose pas d'outils spécifiques auxquels vous pouvez avoir recours, mais après, il existe plusieurs outils qui ont fait leurs preuves. Pour un entretien annuel d'évaluation, vous pouvez par exemple utiliser des formulaires d'auto-évaluation. Donc, ce sont des formulaires que le salarié va pouvoir remplir en amont. L'objectif est que le salarié s'auto-évalue, donc notamment sur la réalisation de ses objectifs, ses points forts, ses points faibles, afin que vous puissiez, le jour de l'entretien, échanger ensemble sur ces résultats. Donc, il va en ressortir probablement des points sur lesquels vos ressentis ou vos attentes vont différer, mais ça vous donnera du coup une base pour échanger par la suite. Vous pouvez aussi utiliser des grilles d'entretien d'évaluation. Donc, concrètement, comment ça se présente? Donc, généralement, à chaque entreprise, sa grille d'évaluation. Celle-ci peut même être différente selon le poste occupé par le salarié au sein de l'entreprise. Mais en règle générale, ces grilles d'évaluation vont comporter plusieurs parties qui sont communes à tous les salariés. Vous allez avoir un bilan de la période écoulée, un retour sur objectif, une partie sur le poste de travail du salarié, ses motivations sont ressenties par rapport au poste qu'il occupe. Et vous allez aussi avoir une partie sur l'accompagnement managérial. Donc là, c'est-à-dire comment se passent les relations avec son manager. Le manager est-il à l'écoute? Est-il facile de dialoguer avec lui? Donc évidemment, lorsque c'est le manager lui-même qui fait passer l'entretien d'évaluation et non, par exemple, les RH, les salariés peuvent avoir des réticences à dire ce qu'ils pensent de leur manager. C'est humain. Néanmoins, c'est un sujet qu'il est important d'évoquer quand même, puisque les retours du salarié sur ses relations avec son manager peuvent aider ce dernier à se remettre en question et à revoir éventuellement des méthodes de management. Donc, c'est toujours constructif. Et à l'inverse, c'est également valorisant pour un manager de savoir ce que ses collaborateurs pensent de lui et peu importe qu'ils aient un ressenti positif ou négatif vis-à-vis de lui, c'est quand même un moment d'échange où il est important d'être transparent. Toutes les choses peuvent être dites à partir du moment où on met les formes. Et voilà, c'est vraiment l'objectif, est que ce soit constructif et que la nouvelle année commence sur des bases sereines. Vous pouvez aussi trouver donc au sein de cette grille d'évaluation un axe sur les envies du salarié pour l'année à venir, donc les projets sur lesquels il souhaiterait travailler, et également les objectifs pour l'année à venir et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Et enfin, vous aurez aussi une partie commentaire libre pour le salarié ou le manager. Donc là, c'est généralement dans cette partie-là où on va retrouver toutes les demandes d'augmentation ou encore l'attribution d'une prime ou d'un autre avantage. Et le manager va pouvoir, au sein de cette partie commentaire libre, éventuellement appuyer la demande du salarié auprès du service RH pour obtenir ce qu'il demande. Et donc, quel que soit le support de toute façon que vous utilisez, il faut bien veiller à ce que les critères d'évaluation qui sont prévus par ces outils soient pertinents au regard des objectifs poursuivis par votre entreprise. Et qu'il s'agisse de critères qualitatifs ou quantitatifs, ces critères-là doivent être détaillés pour ne pas être subjectifs et présenter un réel intérêt pour mener l'entretien. Très bien.
C'est vrai que c'est un vrai moment d'échange et il faut faut que le manager ait assez d'écoute pour pouvoir, bien entendre ce que dit, le salarié et que le salarié ait assez confiance en son manager pour pouvoir lui expliquer, ce qu'il voudrait voir évoluer et changer, quoi. Alors on arrive à ma petite partie préférée. Je vous ai lancé un petit vrai faux. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, vous allez dans la partie sondage. La question qu'on vous pose, c'est: l'employeur a-t-il l'obligation d'obtenir la signature du salarié par le salarié du procès-verbal d'entretien d'évaluation? Alors là, on est à 30 réponses et il y a 65 de vrai. Donc je vous laisse encore un peu de temps. Alexandra, on fait comme tout à l'heure, c'est toi qui dis stop. Allez, stop. Allez, hop, c'est parti. De toute façon, je pense que ça a pas beaucoup changé, les résultats et oui, on est à 66 de vrai pour 34 de faux. Alors Alexandra, dis-nous, est-ce que l'employeur a l'obligation d'obtenir la signature? Eh bien non, c'est faux. Le code du travail n'impose pas à l'employeur d'obtenir un bilan d'évaluation qui soit signé par le salarié. D'ailleurs, faut savoir aussi que l'employeur, en fait, n'a pas l'obligation d'établir un bilan d'évaluation. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Bon, forcément, si vous avez passé du temps à préparer, un entretien d'évaluation et à discuter plusieurs, heures avec votre salarié, c'est quand même mieux d'en faire un aussi pour retrouver une trace pour l'entretien, annuel de l'année suivante. Mais en soi, le code du travail n'impose pas une telle obligation. Par contre, si vous faites le choix de rédiger un bilan d'évaluation, il faut savoir que le salarié donc n'a pas l'obligation de le signer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont tendance à faire pour marquer leur mécontentement. Ils vont refuser de signer ce document. Si tel est le cas, donc le refus n'aura pas d'incidence, la validité du compte rendu d'évaluation n'est pas remise en cause. Et finalement, la signature du salarié, c'est plus une formalité selon laquelle il atteste de son accord quant aux résultats de l'évaluation et aux objectifs fixés pour l'année à venir. Mais il faut savoir que même si le salarié signe le compte rendu d'évaluation, il a toujours, quoi qu'il en soit, la possibilité de contester son entretien d'évaluation devant le conseil de prud'homme. D'accord. Très clair. Merci beaucoup. On va passer à la troisième partie. Si jamais vous avez des questions, dans le petit bouton là, le petit bouton que vous avez en bas de la page, il y a une partie où vous pouvez poser directement la question à nos juristes et donc un de nos juristes pourra vous recontacter, pour y répondre plus spécifiquement si jamais vous ne souhaitez pas la poser dans le chat. N'hésitez pas à utiliser. C'est pour tester en fait notre abonnement, qui, je vous le rappelle, vous permet d'avoir, un contact avec nos juristes, de pouvoir les appeler quand vous en avez besoin. On arrive à la troisième partie sur la posture managériale et quelques conseils, quelques tips. Alors, Alexandra, dis-nous, quelle est la posture managériale à adopter lors d'un entretien? Alors, on l'a déjà pas mal évoqué déjà depuis le début de la webconférence, mais il faut garder en tête voilà, que les entretiens d'évaluation, c'est un temps d'échange précieux qui doit être constructif. Pour que ceci se déroule de la meilleure manière possible, il faut rester ouvert. Peu importe que vous ayez des conflits antérieurs ou en cours avec le salarié évalué, essayez de rester à l'écoute de ses envies et de ses attentes, que ce soit en termes d'évolution, de formation ou bien encore de rémunération. Ça va vraiment vous permettre d'établir un dialogue sur des bases sereines et cette attitude-là incitera le salarié à être proactif et force de proposition tout au long de l'entretien. Évitez aussi de vous éparpiller pour maîtriser le temps. On voit régulièrement des entretiens qui sont obligés de se dérouler en 2 sessions différentes parce qu'ils peuvent durer 2 ou 3 heures. C'est pas non plus le but de tout remettre à plat depuis qu'on est dans l'entreprise lors de ces entretiens annuels-là. On n'est pas là pour faire le procès de toute sa carrière. Donc, il faut vraiment essayer de centrer, de canaliser ces échanges-là et de rester focus sur les sujets qui doivent être abordés au cours de l'entretien si vous voulez que celui-ci porte vraiment ses fruits et soit vraiment constructif. Ouais. Faut réussir à créer un climat de confiance, quoi, finalement, et puis se focuser, enfin, s'intéresser vraiment à l'année qui s'est écoulée et l'année à venir, si je comprends bien. C'est ça. Alors, comment gérer un conflit? Parce que des fois, ça arrive, un conflit pendant un entretien. Alors, si un conflit intervient au cours de l'entretien,
antérieure ou non. La base, ça va de soi, mais je le rappelle quand même, c'est de rester calme et courtois, évidemment. Il faut vraiment veiller à ne pas tenir des propos déplacés qui pourraient vous être reprochés par la suite, tels que des propos offensants ou humiliants. Comme je vous le disais, ces entretiens ne doivent pas faire office de procès, que ce soit pour le salarié ou pour l'employeur, le manager. Donner plutôt la possibilité aux collaborateurs d'exprimer ses revendications plutôt que de chercher à enterrer le conflit. Essayez de trouver ensemble des solutions aux problèmes qui se posent. Et si vous êtes dans l'incapacité d'apporter une réponse précise au collaborateur au cours de l'entretien, vous pouvez tout à fait lui dire que vous reviendrez vers lui prochainement avec des informations ou des explications plus complètes. Et n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de votre N+1, si vous en avez un, pour qu'il puisse prendre le lead sur le problème et vous apporter son soutien pour trouver une solution au problème qui est remonté par le salarié. Mmh. Et tu le disais tout à l'heure, hein, l'entretien annuel, c'est aussi un moment où le salarié va souvent demander une augmentation de salaire. Comment réagir et comment refuser si on doit refuser? Alors, avant toute chose, lorsqu'un salarié demande une augmentation de salaire, il le fait toujours en ayant préparé sa demande. Donc déjà, le principe, c'est quand même de lui donner la possibilité d'exposer ses arguments, même si vous n'envisagez pas de répondre favorablement à cette demande, mais laissez-lui quand même la possibilité d'exposer ses arguments. Dans le cas contraire, si vous coupez court au dialogue, vous risquez de perdre sa confiance et de créer une ambiance, un sentiment un peu réfractaire. Donc, c'est important de prendre sa demande en considération. En revanche, donc, quand vous envisagez effectivement de refuser sa demande, votre refus doit être motivé. Ne dites pas juste non. Vous êtes en droit de ne pas accorder une augmentation. Et si vous ne pouvez pas donner une suite favorable à sa demande d'augmentation, appuyez toujours votre décision sur des faits. Quelle que soit la raison, il est important de motiver votre décision de refus. Donc, ça peut être parce que vous rencontrez, par exemple, des limites budgétaires. Dans ce cas-là, soyez transparent. Ça peut être également parce que le travail accompli n'excède pas vos attentes en comparaison de ses collègues qui occupent une fonction identique ou similaire. Donc, dites-le aussi. Par ailleurs, ce n'est pas le tout de justifier un refus d'augmentation. Vous devez aussi expliquer aux salariés ce qui peut justifier à l'avenir une augmentation de salaire. Donc là, faites-lui part des changements qui sont attendus ou des réalisations nécessaires pour obtenir une future augmentation, par exemple l'année suivante. Il faut lui donner les moyens de se projeter et de faire en sorte qu'il puisse s'améliorer. Oui, parce qu'il ne faut pas le démotiver non plus. Voilà, c'est ça. Mmh. Il ne faut pas non plus oublier que la rémunération ne se limite pas au seul salaire. Vous avez aussi la possibilité, pour motiver et fidéliser vos salariés, de lui proposer d'autres avantages. Ça peut être par exemple un aménagement des horaires de travail, du télétravail, une prime exceptionnelle. Voilà, ce sont des exemples. Donc c'est aussi une façon de montrer aux salariés que vous reconnaissez son investissement et que malgré le fait que vous n'accordez pas ou ne pouvez pas accorder d'augmentation de salaire, vous l'encouragez tout de même à poursuivre son travail et que vous avez, vous reconnaissez le travail effectué. Et pour répondre à Catherine qui dit on ne connaît pas toujours les enveloppes prévues lors des entretiens, c'est vrai que nous, par exemple, chez Jury Travail, les entretiens, c'est de novembre à janvier et les augmentations, c'est plutôt vers mars. On n'a pas au moment des entretiens l'information de l'enveloppe globale des augmentations. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les demandes de toute personne des équipes qui demandent à être augmentées, mais on va attendre l'enveloppe et à la fin, quand on aura fait la répartition, on aura une autre discussion sur justement comment on a accepté ou pas l'augmentation. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire, Alexandra? Est-ce que tu as d'autres conseils à me donner? Pardon, Elodie, j'étais en train de regarder les questions du chat, j'ai décroché. Excuse-moi. Il y a Catherine qui nous dit on ne connaît pas toujours les enveloppes prévues lors des entretiens. Oui. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends note de toutes les demandes d'augmentation de l'équipe. Et puis, une fois qu'on a l'enveloppe et la répartition entre les différents membres de l'équipe, j'ai un point avec chaque personne pour expliquer pourquoi ou pas il a été augmenté. Est-ce que ça, c'est quelque chose est-ce qu'il faut faire ou pas? Dis-moi tout.
Oui, oui, bah, c'est très bien, au contraire d'accorder du temps à chaque salarié, peu importe qu'ils aient, une augmentation ou pas, à partir du moment, voilà, où ils en avaient fait la demande, voilà, même si le retour est négatif, je pense que chaque salarié, enfin moi-même étant salariée, je j'apprécie d'avoir un retour, même s'il est négatif, sur, le pourquoi du comment l'augmentation n'a pas été accordée. Donc, c'est oui, oui, c'est Et même si intéressant. c'est après, l'entretien, quoi? Oui, oui, bien sûr. Bah, oui, oui, de toute façon, l'important, voilà, c'est que le salarié soit au courant que pour le moment, les enveloppes budgétaires au moment de l'entretien ne sont pas déterminées et que quoi qu'il en soit, les augmentations se feront ultérieurement. Donc, à partir du moment où les salariés sont informés de ça, Mmh. je pense que voilà, tout le monde est enclin à le comprendre. Ouais, ouais. Alors, une autre question un peu délicate, hein, qu'on peut avoir en entretien, c'est que le salarié nous dit: «Mais en fait, moi, j'ai envie de démissionner». Comment réagir quand on a cette information? Alors, il faut rappeler que la démission, déjà, elle doit résulter d'une volonté qui est claire et non équivoque. À défaut, elle n'est pas considérée comme ferme et définitive. Concrètement, ce n'est pas parce qu'un salarié vous confie pendant son entretien d'évaluation qu'il envisage de démissionner que vous devez prendre ses propos au pied de la lettre. C'est dangereux de considérer d'office le salarié comme démissionnaire puisqu'il peut obtenir ultérieurement la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mmh. Donc soyez vraiment vigilants quant à ce type de propos. L'objectif de l'entretien d'évaluation n'est d'ailleurs pas de juger si oui ou non l'intention de démissionner du salarié est motivée ou non. Dans ce cas-là, invitez plutôt le salarié à exprimer ses revendications et essayer de trouver là encore conjointement des solutions pour lui donner envie de continuer à s'impliquer dans l'entreprise. Ce salarié souhaite peut-être même simplement en fait que de nouvelles missions lui soient confiées ou s'investir dans de nouveaux projets. Tout n'est pas forcément qu'une question de salaire lorsqu'un salarié évoque à ce moment-là son envie de démissionner. Par ailleurs, lorsqu'un salarié vous fait part de cette intention-là, ne vous servez pas non plus de cet argument pour justifier un refus de promotion professionnelle ou une augmentation de salaire. Il est en effet possible que le salarié vous fasse part de son intention de démissionner, pensant maladroitement vous mettre la pression et obtenir une augmentation de salaire. Mmh. Donc certes, la manière de s'y prendre n'est pas la plus judicieuse, mais un tel refus de votre part au motif que le salarié entend démissionner ne fera que favoriser son désengagement. Donc cherchez plutôt à savoir quelle est la cause de son désengagement et invitez-le à faire part de son ressenti. Donc vous l'aurez compris, le dialogue, c'est vraiment la clé pour la réussite d'un entretien d'évaluation. Mmh. C'est vrai. Merci beaucoup Alexandra. On va passer à la 4e partie. Il est déjà 42 et il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc je vous invite, dès à présent à poser vos questions directement sur le formulaire, comme ça vous aurez plus de chances d'être appelé par un juriste qui pourra vous apporter des réponses. Parce qu'il y a déjà vraiment beaucoup de questions et je pense pas qu'on va pouvoir pardon, répondre à tous. Alors, les suites à donner à cet entretien annuel. Les résultats sont-ils confidentiels déjà? Alors effectivement, les informations qui sont recueillies pendant l'entretien annuel d'évaluation ou même pendant l'entretien professionnel, ils sont confidentiels. Il y a peu de personnes qui peuvent y accéder. Le salarié, bon évidemment, peut demander la copie intégrale des résultats d'évaluation, mais selon la CNIL, mis à part le salarié, seules les personnes habilitées au titre de leur mission ou de leur fonction doivent pouvoir accéder aux données d'évaluation, et ce, dans la stricte limite de leur attribution respective et de l'accomplissement de leur mission et fonction. Donc concrètement, ça désigne les supérieurs hiérarchiques des salariés, dont ils sont responsables, et les personnes habilitées chargées de la gestion du personnel. Donc, en tant qu'employeur, vous devez être en mesure de garantir la confidentialité de ces données et de ces informations. Donc, pour cela, il va falloir que ces données et informations soient archivées soit sur un support numérique ou dans un dossier physique spécifique qui permettent leur consultation de manière ponctuelle uniquement par des personnes qui sont spécifiquement habilitées à le faire. Et Mmh. autre point important, ces informations-là, je l'évoquais tout à l'heure, elles font l'objet d'une protection dans le cadre du règlement général de protection des données. Mmh. Le RGPD.
c'est partout. Que faire des résultats d'évaluation obtenus à l'issue de l'entretien annuel et à quoi doivent-ils servir? Alors, c'est primordial de prendre en compte les résultats de l'entretien annuel d'évaluation pour la gestion des ressources humaines au sein de votre entreprise, pour plusieurs raisons. La première, ça va vous permettre, ces résultats-là vont vous permettre d'avoir des outils pour challenger et motiver les salariés. Il est valorisant pour un salarié d'avoir un retour sur son travail, de savoir s'il a ou non réalisé les objectifs fixés et d'en avoir de nouveaux. C'est également important pour le salarié de travailler sur des projets ou d'avoir des missions qui le stimulent sur le long terme et qui vont l'encourager à continuer à s'impliquer dans l'entreprise. Ensuite, c'est primordial aussi de tenir compte de ces résultats-là pour accompagner le développement professionnel du salarié au sein de l'entreprise. En identifiant ses points forts, mais aussi ses axes d'amélioration, vous allez pouvoir agir pour l'aider à progresser, à acquérir de nouvelles compétences ou à en développer davantage certaines. Et enfin, il est aussi important de prendre ces résultats-là en compte puisque ça va vous permettre d'optimiser d'une manière générale les compétences des salariés pour améliorer la performance de votre Mmh. entreprise. Oui, c'est sûr. Plus, on a des salariés efficaces et plus l'entreprise est efficace, effectivement. Alors, vous avez sans doute vu passer le dernier petit sondage, le dernier petit vrai-faux. La question qu'on vous pose, c'est, avez-vous l'obligation de conserver les données d'évaluation des salariés? Voilà, donc on attend encore un petit peu. Il y a pas beaucoup de votes comparé à tout à l'heure. On est à, 25. Donc n'hésitez pas à voter, c'est assez rapide. Ça permet à Alexandra de boire un peu d'eau. C'est pas mal. Je parle, mais Eh ben, tu nous dis stop, Alex, quand tu allez, prête. stop. Stop! J'ai l'impression Alors, d'être un jeu. Alors, partagez les résultats. Donc, on a 71% de vrai pour 29% de faux. eh bien oui, c'est vrai. Donc oui, vous devez conserver les données d'évaluation des salariés, mais attention, conformément aux règles applicables en matière de protection des données personnelles, il est prévu que les données d'évaluation ne doivent pas être conservées au-delà de la période d'emploi du salarié concerné. Donc, quand le salarié quitte votre entreprise, vous n'êtes plus dans l'obligation de conserver ces données-là. Par exception, la durée de conservation, par contre, peut être rallongée notamment dans le but pour l'employeur de se prémunir contre une éventuelle action en justice d'un ex-salarié concerné. Donc dans ce cas-là, le temps de conservation est rallongé du temps de la prescription applicable. Donc ça va être notamment le cas lorsqu'il y a une procédure contentieuse en cours. Donc là, par contre, conservez bien les données le temps que cette procédure contentieuse soit terminée. Et néanmoins, là, dans une telle hypothèse, les données doivent être stockées sur un support logique ou physique différent et ne doivent être consultables que de manière ponctuelle et motivée par les personnes qui sont là encore spécifiquement habilitées à le faire. Donc ça va être par exemple le service en charge du contentieux dans l'entreprise. D'accord. Merci beaucoup Alexandra. C'est la fin, de la partie présentation. Si tu veux bien, on va prendre quelques questions. Avant, je voulais juste vous parler, du dossier, hein, qu'a mis à jour Alexandra récemment sur l'entretien annuel d'évaluation et les entretiens professionnels. C'est vraiment un dossier hyper pratique qui est fait pour, chaque manager, chaque RH, où on va répondre assez simplement à des questions, très précises sur le droit du travail et aussi donner des petits exemples, des conseils, pour gérer à bien, les entretiens. Vous avez aussi, des documents qu'on appelle RH, c'est-à-dire des grilles dont on a parlé tout à l'heure, avec des différents exemples, pour vous accompagner. Donc Alexandra, sur les questions, on va commencer par, est-ce qu'il y a des sanctions si le salarié refuse de signer son entretien annuel? Alors non, il n'y a aucune sanction parce que, enfin, sachant que l'entretien annuel n'est pas obligatoire, en principe, il y a aucune sanction. Et non, de toute façon, non, il y a aucune sanction puisqu'il n'a pas l'obligation de signer le compte rendu. Non, il n'y a aucune sanction. Je sais pas ce que j'étais partie chercher, mais non, il n'y a pas de sanction. Ça marche. Peut-on faire parler du savoir-être, du salarié pendant l'entretien, c'est-à-dire son attitude au travail, sa présence, sa relation avec la hiérarchie et cetera?
Oui, 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 évidemment, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, pendant la webconf, mais c'est vrai que c'est intéressant, de prendre en compte, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, du salarié, les capacités à se comporter, à être compte tenu, de la situation. Et en plus, ces compétences comportementales, si on peut dire, c'est vraiment la partie visible de chaque personnalité et elles sont mobilisées différemment selon l'environnement de travail et la situation, du salarié au sein de l'entreprise. Donc oui, on peut tout à fait évoquer ces, ces qualités-là au sein d'un entretien. Mmh. Peut-être, encore une question, de Martin. Alors c'était au début de la webconférence, c'était à propos de l'entretien professionnel. Est-ce qu'il faut 2 ans d'ancienneté pour avoir un entretien professionnel après une longue absence maladie ou un congé maternité, par exemple? Alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous expliquais que donc oui, il faut 2 ans d'ancienneté pour avoir un premier entretien pro, mais que quoi qu'il en soit, l'entretien professionnel, de toute façon, doit obligatoirement être proposé au retour, de certaines, interruptions du contrat de travail et notamment en cas de maladie longue durée ou d'arrêt maladie, ou congé maternité, l'entretien pro doit être, proposé. Donc là, dans ce cas-là, il faudra, même si le salarié n'a pas 2 ans d'ancienneté, il faut lui en proposer un, s'il fait D'accord, partie de ces cas d'interruption du contrat. d'accord. Merci beaucoup. On a encore, beaucoup de questions. Je sais pas, Alexandra, si tu veux en prendre une dernière ou pas? Allez, on peut essayer. Du coup, il y en a eu plein d'un coup. Quelles sont les étapes prochaines si un conflit pendant l'entretien n'est pas résolu? Donc oui, si à l'issue de l'entretien, le conflit n'est pas résolu, alors la première chose à faire, je pense que ça peut être éventuellement d'organiser un nouvel entretien avec le salarié pour essayer de nouveau de reclarifier les choses et en fonction de la teneur enfin, de l'objet de l'entretien, qu'est-ce qui pose problème. Après, peut-être voilà que le salarié demandera à se faire assister par un représentant du personnel, puisque là on sortira du cadre de l'entretien d'évaluation et on sera plus dans un entretien d'échange, on va dire lambda, comme vous pouvez avoir avec un salarié au cours de l'année. Donc là, il pourra avoir possibilité d'organiser un nouvel entretien, pourquoi pas avec un représentant qui pourra essayer on va dire D'être un médiateur, quoi. voilà, d'être un médiateur et sachant que l'employeur peut aussi tout à fait lui de son côté se faire représenter de son côté par donc oui, voilà. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Nathalie, vous dites qu'il a été plus question d'entretien individuel et pas trop de l'entretien pro. On en a vraiment beaucoup parlé en première partie. C'était un choix, hein, qu'on a fait, lors de cette, webconférence de vraiment plus effectivement parler de l'entretien de l'entretien annuel, oui, pardon. On en a parlé en début. Il y a eu une autre webconférence qu'on avait faite, Alexandra et moi d'ailleurs, l'année dernière, où on parlait des 2 types d'entretiens. Je pourrais aussi vous partager le lien, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et comme il n'y avait pas beaucoup de nouveautés sur l'entretien professionnel, c'est pour ça qu'on s'est plutôt consacré à l'entretien, individuel sur les 2 parties, les 2 dernières parties de cette webconférence. Merci à tous. Merci Alexandra. Merci. Je vous remets, les différents abonnements qu'on propose. Merci Marine de mettre les liens, dans le chat. Je vous remets la slide, voilà, avec nos différents abonnements que vous pourrez retrouver sur le site de jurytravail.com. Merci beaucoup Alexandra pour cette, webconférence. Merci Marine sur le chat. Merci à tous d'avoir été présents nombreux avec de nombreuses questions en ligne. D'habitude, je vous propose de vous inscrire à la prochaine webconférence. On est en train de finaliser l'agenda pour 2025. Donc, on vous enverra un mail beaucoup plus détaillé avec toutes les webconférences qu'on fera sur l'année 2025. Merci beaucoup donc, et puis bon Merci à après-midi. tous. Bon après-midi. Au revoir.